Bonjour et bienvenue au webinaire de ce matin. Avant de commencer, nous espérons que les IAA et tous les professionnels des soins infirmiers ont passé une excellente semaine des soins infirmiers et qu'ils ont obtenu de la reconnaissance tout au long de la semaine. À la IAANB, nous aimerions souligner le dévouement et la passion dont font preuve les IAA du Nouveau-Brunswick chaque jour. Les soins infirmiers sont une profession très exigeante, mais c'est aussi une profession très respectée et gratifiante qui touche chaque personne à un moment ou à un autre de sa vie. Soyez toujours fiers d'être une infirmière auxiliaire. Nous vous souhaitons une très bonne semaine des soins infirmiers et nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter le Dr Hélène Rees. Hélène est au service de la population canadienne en Ontario, à l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick depuis plus de 12 ans. Podiatre agréée au Nouveau-Brunswick. Elle se spécialise dans le diabète, la chirurgie des tissus mous et les verrues plantaires. Hélène est l'unique propriétaire d'Atlantic Podiatrie et est la podiatre de l'équipe de la clinique des pieds pour diabétiques à haut risque pour le réseau de Santé Horizon, à l'hôpital de Fredericton. L'expérience professionnelle d'Hélène lui permet d'acquérir une connaissance spécifique du secteur pour prendre des décisions à la pointe du développement et de l'innovation dans les secteurs publics et privés de la médecine pédiatrique. Sans plus attendre, commençons le webinaire. Je voudrais commencer par vous dire que j'apprécie beaucoup les infirmières. Vous savez, je travaille tous les jours en étroite collaboration avec vous, et je ne pourrais pas faire mon travail sans vous, alors j'apprécie grandement cela. J'aimerais vous expliquer ce qu'est un podiatre. Nous sommes une profession très unique, surtout ici au Nouveau-Brunswick. Il n'y a qu'une poignée de podiatres dans la province. Un podiatre traite essentiellement le pied et la cheville et nous pouvons faire tout ce qui concerne le pied diabétique, les orthèses, les chirurgies des tissus mous, la médecine sportive, tout ce qui concerne le pied et la cheville, nous sommes la profession. Alors pourquoi ai-je commencé la présentation par un glacier? Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler du Titanic et de tout le reste. Pour moi, cette image illustre bien l'importance d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Nous regardons souvent la surface, mais il y a beaucoup de choses sous l'eau que nous ne voyons pas, et si nous ne nous concentrons pas sur tout ce qui se trouve sous l'eau, nous pouvons finir comme le Titanic écoulé. C'est donc un petit rappel de regarder sous la surface. J'ai donc indiqué que je faisais partie d'une équipe multidisciplinaire, et de nombreux documents ont été publiés pour expliquer l'importance et la manière de mettre en place une équipe multidisciplinaire. Cela peut commencer par les nettoyeurs, les porteurs, jusqu'aux radiologues, aux infirmières, aux médecins, aux podiatres, tout le monde fait partie de cette équipe. Sans ce dispositif, nous ne pourrions pas faire notre travail. La recherche mentionnée sur cette diapositive est très importante pour le diabète, car on ne peut pas se contenter de se concentrer sur ce qui se trouve devant soi pour sauver un membre, il faut prendre en compte l'ensemble des éléments et l'état de santé général de la personne. C'est un très bon article si vous voulez vous pencher sur l'importance des équipes multidisciplinaires. Dans le cadre du diabète, il y a donc 6 aspects de la gestion lors de l'élaboration de ce cadre multidisciplinaire. Il s'agit du contrôle microbiologique, du contrôle du soin des plaies, du contrôle vasculaire, biomécanique ou mécanique, du contrôle métabolique et du contrôle de l'éducation. Ainsi, si vous pouvez vous représenter tous ces différents niveaux, alors nous avons chaque profession à l'intérieur de ces niveaux et cela nous aidera, je l'espère, à sauver quelques membres. Réfléchissez à ceci, toutes les 30 secondes, quelqu'un perd un membre inférieur à cause du diabète, quelque part dans le monde. Nous devons donc tous changer les choses et contribuer à éviter la perte de membres. Passons à l'éducation des patients. Je voulais vraiment que cette présentation contienne des éléments que vous puissiez ramener chez vous aujourd'hui, mettre en place sur votre lieu de travail, dans votre pratique ou à l'hôpital le jour suivant, parce que je pense qu'il est tellement important de se souvenir de ces petites choses que cela peut faire une énorme différence pour sauver un membre. Il faut donc éduquer les patients à l'auto-examen des pieds. Nous sommes très doués pour dresser une liste de choses à dire à nos patients sur ce qu'il faut faire et comment le faire, mais si nous revenons à l'essentiel,
vous verrez que beaucoup de gens ne réalisent pas vraiment que certaines de ces choses peuvent aider à la détection précoce, donc à la prévention précoce, et peuvent même les empêcher d'avoir besoin d'être vus par l'équipe multidisciplinaire. Tout d'abord, après la douche, nous devons apprendre à nos patients à bien se sécher entre les orteils. Ils doivent voir s'il y a des fissures ou des ruptures dans la peau. En séchant et en entretenant bien leurs pieds, ils réduiront la formation d'ampoules. L'autre chose qui est controversée au Nouveau-Brunswick, c'est que je recommande de ne pas tremper les pieds. Il y a quelques occasions où nous recommandons de tremper les pieds, mais au quotidien, nos patients, surtout les patients à haut risque, ne devraient pas tremper leurs pieds, car cela crée beaucoup plus de problèmes du point de vue du contrôle de l'humidité, et il ne faut pas non plus mettre de crème entre les orteils. Ils ne doivent en mettre que sur la base et le dessus des pieds, de manière à ne pas ajouter d'humidité supplémentaire. Beaucoup de nos patients nous disent aussi qu'ils ne peuvent pas voir leurs pieds, et c'est normal. Nous avons affaire à des patients âgés, à des patients qui ont des problèmes de mobilité, alors l'un des petits conseils que nous avons suggéré est d'acheter un miroir dans un magasin à $1 et de dire à vos patients d'inspecter quotidiennement leurs pieds une fois qu'ils sortent de la douche ou du bain, et d'utiliser un miroir pour qu'ils puissent facilement voir le dessous de leurs pieds. Lorsque vous éduquez vos patients, vous pouvez également leur montrer un miroir. Gardez un miroir dans votre bureau ou à l'hôpital et utilisez-le pour montrer la base de leurs pieds, de manière à ce qu'ils puissent se faire une idée de ce qui se passe en dessous. Une autre option consiste à utiliser un téléphone cellulaire. Demandez à quelqu'un de prendre une photo de la base du pied avec son téléphone et laissez les patients la voir. Ils comprendront beaucoup mieux leurs pieds, en gardant cette photo sur leur téléphone du point de vue du patient, ils pourront l'apporter et nous montrer une ligne de progression ou de changement, ce qui aidera vraiment notre équipe à poser un diagnostic. Dites-leur donc de ne pas se débarrasser de ces photos une fois qu'elles ont été prises. Ensuite, le port de chaussettes de couleur claire. Je me souviens qu'en tant qu'étudiante, on m'a appris à dire à mes patients de toujours porter des chaussettes de couleur claire. Pour être honnête avec vous, je ne comprenais pas et je me demandais pourquoi nous disions toujours cela, puis j'ai simplement réalisé que si votre patient saigne et qu'il porte des chaussettes de couleur claire, il verra le sang à travers. S'il porte des chaussettes noires, il ne remarquera rien. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles nous conseillons de porter des chaussettes de couleur claire. C'est une question de sécurité. Si vous encouragez vos patients à porter des chaussettes de couleur claire, vous contribuerez à sauver un membre. Vérifiez à l'intérieur de leurs chaussures. Il y a des jours où j'adore mon travail parce que je pense que je possède un trésor de choses étonnantes que j'ai trouvées dans les pieds des gens, des punaises et des clous, aux vers et aux poils de chien, toutes sortes de choses. Une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie était incrustée dans leurs pieds et ils n'en avaient pas la moindre idée. Il est donc très important de leur dire de vérifier l'intérieur de leurs chaussures chaque fois qu'ils les mettent. Il faut les retourner, toucher l'intérieur avec la main, garder un œil sur ce qu'ils mettent dans leurs pieds. Par ailleurs, l'été approche et beaucoup de nos patients voudront porter des sandales. La seule chose que je dis à nos patients, c'est de regarder un peu plus leurs pieds, de vérifier qu'ils ne marchent pas sur quelque chose, de s'assurer que leur sandale est de couleur claire pour qu'ils puissent voir le sang à travers, et d'être un peu plus prudents lorsqu'ils portent des sandales. J'ai découvert ce document il y a quelque temps par l'entremise de Play Canada, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une façon intéressante de penser lorsque vous évaluez les pieds de vos patients. Il suffit de se rappeler de regarder, de toucher et de demander. C'est une excellente façon de se rafraîchir la mémoire chaque fois que l'on voit un patient et on peut l'appliquer à tout. Il n'est même pas nécessaire de regarder les pieds, mais il faut les regarder, les toucher et poser des questions aux patients. Voyons donc cela un peu plus en détail. L'une des premières choses à faire est d'examiner les ongles. Sont-ils épais? Sont-ils infectés? Sont-ils incrustés? La peau est-elle calleuse? Sèche ou craquelée? Présente-t-elle des signes d'infection? Est-elle rouge? Tous ces éléments font que les pieds d'une personne sont classés dans la catégorie des pieds à plus haut risque, ce qui nous permet de savoir si quelque chose s'accumule, crée des problèmes ou s'il s'agit simplement de quelque chose que nous devons surveiller. La structure du pied, il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup sur les os, de savoir si le pied est plat, s'il a une voûte plantaire élevée, s'il y a un os qu'il ne devrait pas avoir, mais en général, il suffit de regarder s'il y a des zones qui ressortent un peu plus,
ou s'il y a une zone qui a une quantité considérable de peau dure sur une zone osseuse, ce qui pourrait indiquer qu'il y a une sorte de changement. L'autre chose à faire est de la traiter comme n'importe quelle autre partie du corps. Est-elle gonflée? Rouge? Ce sont des signes qui indiquent qu'il faut demander de l'aide, car la rougeur peut résulter d'une infection, d'une inflammation ou d'un changement de la circulation sanguine. Au Nouveau-Brunswick, il est très fréquent que nos patients souffrent de ce que nous appelons la maladie de Raynaud au niveau des pieds. Ils se retrouvent avec des orteils blancs, rouges ou violets, des lésions cutanées, et nous voyons cela plus souvent chez les diabétiques, car cette maladie est liée à l'auto-immunité. Il est donc important de rechercher des changements dans le teint et la couleur de la peau, de vérifier le remplissage capillaire, et de tout autre élément de ce type, de le signaler, de le noter ou de le prendre en photo et de le faire examiner par un spécialiste. Un autre outil que nous pouvons maintenant utiliser et qui nous a été présenté pendant Covid est le thermomètre infrarouge. Il y en a partout dans l'hôpital, vous pourrez probablement en trouver un, et nous pouvons maintenant utiliser les thermomètres très bien avec les pieds, parce que s'il y a une zone de température élevée, s'il y a une zone de température froide, nous pouvons en fait voir s'il y a un pied plus chaud, un pied plus froid et cela nous aidera à nous assurer que nous obtenons suffisamment d'informations pour aider nos patients. J'y reviendrai dans une minute. Les chaussures. Comme je l'ai dit, il s'agit de s'assurer que les chaussures sont bien ajustées et qu'elles offrent un bon soutien. La plupart des patients demandent quelle marque ils devraient porter. Cela n'a pas d'importance, tant qu'elles sont bien ajustées, qu'elles ne sont pas serrées, qu'il y a moins de coutures ou de bosses dans la chaussure qui peuvent créer un problème. C'est en quelque sorte ce que nous recherchons, et encore une fois, les objets étrangers et les bords rugueux sont des éléments à surveiller. Passons maintenant à la sensation. Pour la température, je voulais juste vous donner un petit aperçu de la température des pieds, parce que nous le faisons si souvent pour vérifier la température si quelqu'un est malade, s'il a la grippe, et d'autres choses comme ça, mais nous l'utilisons en fait avec les pieds. L'une des premières études en cours en Angleterre porte sur la mise au point de tapis plantaires sur lesquels les patients peuvent poser leurs pieds, et qui permettent de détecter les points chauds dans leurs pieds. Nous constatons en effet que de petites variations de température dans le pied peuvent être la première chose à changer en cas de problème de neuropathie, mais aussi de ce que l'on appelle le pied de Charcot, où le pied s'affaisse et peut réellement affecter la mobilité d'une personne. La température est donc un très bon outil que nous utilisons souvent dans notre pratique en tant que contrôle de routine, et nous en gardons une idée, mais nous recherchons également les changements de température. Si un orteil est vraiment rouge et enflammé, si la température varie de plus de 3 ou 4 degrés, nous savons qu'une infection est en train de s'installer et nous prescrivons généralement un antibiotique à ce moment-là. Les poux. Nous voulons également sentir les poux. Je reviendrai sur les poux dans la zone vasculaire, mais il y a deux poux principaux dans le pied, celui du dessus et celui du côté, et il est très important de s'assurer que l'on peut sentir le pouls. Peu importe à ce stade qu'il soit très lent ou irrégulier, nous voulons simplement nous assurer qu'il y a un pouls au niveau du pied. Si vous avez du mal à trouver le pouls avec vos doigts, recherchez d'autres signes tels que la croissance des poils, le remplissage des capillaires, la bonne couleur de la peau, puis adressez-vous évidemment à un spécialiste pour vérifier un peu plus l'apport sanguin. Amplitude des mouvements. Cela nous ramène à la structure du pied, nous n'avons pas vraiment besoin de savoir s'il est en accord avec toutes les zones de mobilité recherchées. Cependant, assurez-vous que le gros orteil, par exemple, n'est pas vraiment fissuré, qu'il n'est pas vraiment raide et que l'articulation de la cheville a une amplitude de mouvement suffisante pour pouvoir fléchir le pied, afin de vous assurer qu'il ne va pas trébucher. Utilisez vos compétences en matière d'équilibre et de prévention des chutes. Les réseaux de santé ont d'excellentes informations qui vous aideront à évaluer l'amplitude des mouvements. La sensation. Nous avons les monofilaments jetables et je les décrirai plus en détail à l'avenir, mais l'utilisation d'un petit monofilament pour tester la perte de sensibilité est importante, mais aussi, si vous touchez leur pied avec vos mains et qu'ils disent que la sensation est différente de celle de l'autre pied, cela devrait envoyer un petit signal d'alarme pour l'examiner plus en profondeur. Et quand vous le touchez, est-ce qu'il sursaute? Est-ce qu'il réagit de manière excessive à certaines choses? Certaines personnes peuvent devenir très hypersensibles et réagir bien au-delà de ce qu'elles devraient faire en touchant simplement leurs pieds. Demandez.
Nous devrions faire appel à nos patients en tout temps, ils peuvent nous fournir plus d'informations que nous ne pourrions jamais en établir, et nous devons non seulement leur demander, mais aussi les écouter. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs pieds et leur corps. Nous devons simplement mettre tout cela ensemble. Voici donc quelques-unes des questions qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'il s'agit d'évaluer le pied diabétique à haut risque. Vos pieds sont-ils parfois engourdis? De nombreux patients viennent me voir et me disent « J'ai l'impression de marcher sur une couche de peau supplémentaire ou dans une chaussure, mais je n'ai pas de chaussure, ou de ma chaussette semble froissée et j'ai l'impression de marcher sur quelque chose, ce qui peut indiquer un manque de sensibilité. » La question la plus fréquente est la suivante, y a-t-il des picotements? Ont-elles l'air de marcher tous les jours avec des chaussures à talons hauts, de picoter et de ne pas se sentir bien? Ont-elles l'air de brûler? Ont-elles l'impression d'être envahies par des insectes? Ces symptômes témoignent d'une hypersensibilité, qui est le premier signe d'une neuropathie ou de changement neurologique. Les infirmières en savent certainement plus que moi sur ces questions, et je fais appel à mes infirmières spécialisées dans ce domaine, mais il s'agit tout de même de questions courantes auxquelles nous devons nous assurer de répondre, car elles nous aideront à déterminer la façon dont nous traiterons le patient. Tout d'abord, depuis combien de temps le patient est-il diabétique? S'il vient d'être diagnostiqué, il n'aura peut-être pas beaucoup de problèmes avec ses pieds, mais s'il vient d'être diagnostiqué et que son taux d'HbA1c est de 23, cela va changer certaines des choses que nous allons faire à l'avenir parce qu'il sera certainement plus à risque que quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué avec un taux d'HbA1c de 7. Ces deux questions vont donc de pair. Depuis combien de temps êtes-vous diabétique et quelle était votre glycémie au moment du diagnostic, mais aussi aujourd'hui, à quel point est-elle contrôlée? Je les oriente souvent vers un endocrinologue, une infirmière éducatrice en diabétologie ou un diététicien pour approfondir ce point si je pense que leur diabète n'est pas bien contrôlé. Ensuite, une question très simple. Ont-ils déjà eu des ulcères du pied et ont-ils déjà subi une amputation? Malheureusement, les statistiques augmentent vraiment si la personne a déjà eu des ulcères du pied et des amputations, c'est pourquoi nous la suivons de plus près. Ce qu'il faut retenir, veillez à ce que les patients vérifient leurs pieds tous les jours. Nous devons les encourager à consulter régulièrement des professionnels de la santé, qu'il s'agisse de notre patient, d'un médecin de famille, d'un podiatre à l'hôpital, d'une personne privée ou d'une infirmière, n'importe qui. Et s'ils détectent des signes qui les inquiètent, ils doivent immédiatement consulter une équipe de soins des pieds. Nous allons aborder l'aspect du pied diabétique, et il est très important de le connaître, même si vous n'êtes pas confronté au diabète quotidiennement. Car si vous êtes dans la communauté, si vous êtes à l'hôpital, vous êtes le premier point d'appel lorsqu'il s'agit d'examiner les pieds des gens, et nous devons donc examiner tous ces différents facteurs pour nous assurer que les patients sont vus rapidement, ou qu'ils sont vraiment à haut risque et qu'ils doivent être pris en charge un peu plus rapidement. Les facteurs physiques, traumatismes, infections, ischémie et mécanismes de cicatrisation défectueux. Le processus de cicatrisation permet-il de traiter la plaie? Les professionnels de la santé doivent vraiment être en mesure de fournir des ressources et de l'éducation et nous devons travailler en tant qu'équipe multidisciplinaire et nous devons avoir les compétences et les connaissances à jour pour aider à traiter toutes ces plaies que nous voyons. Le système de santé. Évidemment, nous avons besoin d'une structure et malheureusement, au Nouveau-Brunswick, je suis le seul podiatre qui travaille au réseau de Santé Horizon. Alors nous y travaillons en tant que profession, mais nous devons aussi nous assurer que nous passons par toutes les politiques et tous les besoins structurels de l'organisation pour veiller à ce que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vous tous pour aider à guérir ces blessures. Le comportement des patients. J'étais vraiment naïve face à tout cela lorsque j'étais étudiante et que je commençais ma carrière, parce que vous savez, nous pensons qu'en tant que podiatre, infirmière, médecin, nous pouvons vraiment tout faire pour guérir les blessures et donner les meilleurs soins aux patients, mais nous devons aussi nous assurer que nous nous occupons réellement de nos patients. Malheureusement, et j'en parlerai un peu plus tard, les problèmes de santé mentale liés aux maladies chroniques, aux plaies chroniques, peuvent vraiment affecter négativement notre plan de traitement. Nous devons donc également nous assurer que les patients sont en mesure, d'un point de vue socio-économique, d'avoir tout ce qu'il faut pour poursuivre les soins. Nous ne pouvons pas simplement leur dire et aller acheter ces orthèses à 400 $. Nous ne pouvons pas leur dire et vous avez besoin d'une botte d'Aircaster et les laisser faire.
Nous devons travailler avec eux pour nous assurer que nous leur donnons les moyens de réussir. Nous avons un très bon travailleur social qui fait partie de notre équipe et qui nous aide dans tout cela, mais il faut vraiment se rappeler que votre patient, peu importe ce pourquoi il vient, peu importe sa culture, son facteur socio-économique, nous devons le traiter comme une personne et à chaque visite, nous devons évaluer son niveau de soins ce jour-là. Pourquoi le pied diabétique est-il si vulnérable? Pour résumer, il y a deux domaines principaux qui nous préoccupent, l'ischémie et la neuropathie. Nous les détaillerons dans les prochaines diapositives, mais la principale façon de voir les choses est de s'assurer que la circulation est bonne, de faire toutes les interventions chirurgicales nécessaires, mais il se peut que la plaie ne guérisse pas, car si la neuropathie est présente, cela peut augmenter le risque de déformation et entraîner des changements structurels. La neuropathie peut également entraîner une sécheresse de la peau, des fissures et des troubles sensoriels qu'ils ne sont peut-être même pas en mesure de détecter. Décomposons les choses. En ce qui concerne l'ischémie et les maladies artérielles périphériques, certaines des questions que nous posons aux patients sont les suivantes. Ressent-il des douleurs la nuit? Lorsqu'il marche du stationnement de l'hôpital jusqu'au service où nous le voyons? A-t-il ressenti des douleurs dans les mollets? Doit-il s'arrêter pour se frotter tout le corps? Va-t-il faire des courses avec ses amis, mais doit-il s'asseoir et prendre un café pour se détendre un peu? Ce sont là autant d'indices d'une maladie artérielle périphérique ou d'une ischémie qui pourrait s'installer. Nous avons donc parlé des poux du pied, de l'artère dorsale pédieuse, le pouls sur le dessus du pied, et de l'artère tibulaire postérieure, qui se trouve sur le côté. Nous utilisons souvent un Doppler pour obtenir les différents sons, mais même si vous ne pouvez que les sentir, c'est toujours vital. Juste un petit avertissement à propos du dorsalipédie, tout le monde ne l'a pas. Je ne me souviens pas du pourcentage pour le moment, mais il arrive que l'on ne sente pas celui qui se trouve sur le dessus du pied, alors ne vous inquiétez pas si vous ne le sentez pas. Faites preuve de bon sens, y a-t-il d'autres signes de problèmes vasculaires? Et si c'est le cas, adressez-vous à un spécialiste des maladies vasculaires ou à toute autre personne faisant partie de l'équipe multidisciplinaire. L'indice brachial de la cheville et la pression des orteils sont des moyens de plus en plus utilisés pour obtenir davantage d'informations. Je l'ai donc ajouté pour dire que lorsque vous nous envoyez quelqu'un, et que vous ne pouvez pas le détecter, ou qu'il y a quelque chose qui se voit, c'est ce que nous avons tendance à faire, les pressions d'orteil et l'indice brachial de la cheville. La neuropathie. C'est le problème le plus courant dont les patients commencent à vous parler, mais il faut savoir que la neuropathie n'est pas toujours liée au diabète. Il s'agit simplement de rappeler que la neuropathie n'est parfois pas la cause de l'engourdissement des pieds ou des mains et qu'elle peut être causée par des problèmes de dos ou d'autres maladies systémiques. Il faut donc s'assurer que la neuropathie que nous examinons est davantage liée au diabète, et c'est ce sur quoi nous nous concentrons aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement pour les personnes dont le diabète est à l'origine de leur neuropathie. La raison pour laquelle nous testons la neuropathie à l'aide d'un monofilament est d'identifier les patients qui ne peuvent pas ressentir leurs sensations protectrices. Et la raison pour laquelle c'est si important est d'aider à empêcher les gens de se tenir debout sur des choses sans s'en rendre compte, de porter une chaussure trop longtemps sans se rendre compte qu'ils ont un ulcère, et c'est donc la raison pour laquelle nous l'utilisons principalement comme un outil éducatif pour éduquer nos patients à prendre soin de leurs pieds. D'un point de vue pédiatrique, cela permet également d'établir une base de référence. Si nous constatons que leur neuropathie progresse et qu'ils présentent des problèmes vasculaires, nous devrons peut-être effectuer des tests supplémentaires pour nous assurer qu'ils ne développeront pas un pied de charcot ou d'autres problèmes, et aussi à comprendre si l'ulcère va guérir d'une certaine manière ou non. Le monofilament. Vous pouvez vous procurer des monofilaments jetables, les transporter et les tester de temps en temps. Lorsqu'on procède à un test, la règle de base que l'on nous a enseignée est de tester 10 zones sur le pied. Évitez les zones de peau dure et demandez à votre patient de détourner le regard et de dire oui et à chaque fois qu'il le sent. Au fil des ans, j'ai un peu adapté cette méthode et je demande à mes patients de me dire où ils sentent le monofilament. Par exemple, si je teste l'orteil, je leur dis et dites-moi où vous le sentez, de sorte qu'ils disent orteil, et talon, plutôt que de dire simplement oui, et oui, et oui, parce que beaucoup de nos patients disent parfois et oui sans vraiment le sentir.
Je leur demande en fait de me dire où ils le ressentent plutôt que de se contenter d'un oui. Nous pouvons introduire des diapasons et d'autres tests pour tester le chaud et le froid dans le cadre de ce test, mais pour être honnête avec vous, à tout diabétique, je dis souvent et avant de prendre une douche ou certainement un bain, vérifiez l'eau avec votre coude ou avec vos mains si vous avez une bonne sensation dans vos mains. Parce que j'ai vu trop souvent des gens entrer dans le bain, se brûler les pieds et finir avec des brûlures au 3e degré parce qu'ils ne peuvent pas sentir. La différence entre le chaud et le froid, c'est donc très important. L'autre chose à faire à l'approche de l'été, c'est de s'assurer qu'ils mettent de la crème solaire sur leurs pieds. Les personnes atteintes de neuropathie ne sont pas en mesure de détecter si leurs pieds deviennent chauds au toucher ou s'ils sont brûlés par le soleil. Il est donc très important, si elles portent des sandales, de mettre de la crème solaire sur le dessus de leurs pieds pour les protéger pendant les mois d'été. L'infection. D'une certaine manière, je me sens très mal de parler d'infection, car nous avons de fantastiques médecins spécialistes des maladies infectieuses qui vont au-delà de mes connaissances, mais du point de vue de la pédiatrie, en essayant d'aider tout le monde à comprendre l'infection des plaies, je voulais juste mettre cette diapositive pour que vous puissiez y réfléchir, car s'il y a une infection dans la plaie, quoi que nous fassions, elle ne va pas guérir. Par ailleurs, l'infection peut modifier le pansement de la plaie ou nous obliger à en utiliser un autre. Je n'ai pas abordé tous les pansements dans cette présentation parce qu'ils sont très bien documentés, mais la raison pour laquelle j'ai mis cette diapositive est que nous voulons nous assurer que vous reconnaissez que si le pied est chaud, s'il y a une plaie ouverte, si la personne ne se sent pas bien, alors nous devrions chercher à savoir quelle est l'infection qui se trouve là. Pourrait-elle se trouver dans l'os? Nous faisons donc souvent des radiographies pour écarter la possibilité d'une ostéomyélite. Nous faisons souvent des cultures pour voir les micro-organismes et déterminer de quel type de bactéries il s'agit, quel type d'infection, ce qui nous aidera à déterminer le type de pansement que nous appliquons ou les antibiotiques que nous administrons également. En matière d'infection, l'une des choses les plus importantes est que si votre patient est en bonne santé et qu'il commence soudainement à avoir de la fièvre, à se sentir mal et que vous remarquez que son pied est gonflé ou que la plaie commence à sentir, ou qu'il y a d'autres signes, vous devez l'amener à consulter l'équipe de soins des pieds ou l'équipe de soins des plaies le plus rapidement possible, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de cellulite. La dépression. Je sais que vous vous demandez probablement pourquoi un podiatre parle de dépression. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous avons affaire à des patients qui ont des maladies chroniques, le diabète a un impact sur leur vie de bien des façons. Non seulement ils doivent maintenant changer leur alimentation, ils doivent vérifier leur glycémie tout le temps, ils doivent voir tous ces médecins différents, leur vie est déjà vraiment affectée et puis j'arrive et je commence à leur parler de leurs pieds et du risque. Et malheureusement une grande partie de ma journée est d'essayer de les aider à comprendre que tout le monde ne perdra pas son pied quand ils sont diabétiques. Ce n'est pas une condamnation à mort de ce point de vue, mais si nous pouvons travailler avec votre éducateur en diabétologie, si nous pouvons travailler avec votre médecin de famille et l'équipe pour vous aider à améliorer votre glycémie, alors cela nous aidera à protéger vos pieds. Beaucoup de nos patients craignent de perdre leurs jambes et de ne plus pouvoir accomplir des tâches simples. Et s'ils ont subi une amputation, ils craignent de perdre l'autre jambe. Nous devons donc vraiment éduquer et écouter nos patients pour savoir ce qui les préoccupe ce jour-là. Nous ne nous contentons pas de débrider leurs plaies, de la penser et de les renvoyer chez eux, nous devons vraiment comprendre, est-ce que cela affecte leur travail? Ont-ils besoin d'un congé? Comment organiser tout cela sans leur causer de difficultés financières? Sont-ils préoccupés par l'odeur de la plaie et par le fait que leur partenaire en soit affecté? Ou s'ils ont été amputés d'un orteil, vont-ils ne plus être capables de conduire? Il s'agit donc de travailler avec les préoccupations et les inquiétudes de chacun et de s'assurer que leur bien-être est bien pris en compte, et évidemment de les mettre en contact avec des services de santé mentale, et de les soutenir dans ce sens si nous ne pouvons pas les aider ce jour-là. N'oubliez donc pas que la qualité de vie est très importante. J'ai donc résumé tout ce dont nous avons parlé dans cette diapositive, et j'y ai intégré tout ce qui contribue aux amputations, aux ulcères et à toutes ces complications. J'ai pensé que c'était une belle petite diapositive sur laquelle réfléchir. N'hésitez pas à faire une capture d'écran et à la garder dans votre poche arrière pour vous y référer.
En résumé, beaucoup de gens disent, vous n'êtes qu'un podiatre, vous ne faites que regarder le pied toute la journée. Mais le pied est tellement complexe. Il est lié à votre corps, il vous maintient debout en tout temps et vous devez donc vous assurer que vos patients sont conscients que, pour que tout fonctionne, nous devons aussi nous occuper des pieds. Les ulcères diabétiques sont multifactoriels et nous devons travailler ensemble pour réduire le risque de complications du pied diabétique. Ne vous concentrez pas uniquement sur le type de pansement, c'est pourquoi je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Un pansement ne va pas seulement guérir le pied diabétique, nous avons besoin de tous les autres éléments et de traiter tous les aspects. Voilà pour le résumé. Je sais que j'ai poussé jusqu'au bout, mais je suis très passionnée par le métier de podiatrie, et je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous me communiquiez mon adresse électronique ou mes coordonnées. N'hésitez pas à poser des questions, je suis toujours heureux d'éduquer et de soutenir tout le monde.